Et oui, nous recevons ce matin, dans le cadre de la rubrique, l'invité, un opérateur économique. Son nom est Abdel Tamouafo, promoteur de l'entreprise agricole Jardin d'Afrique et de l'Institut de formation professionnelle agro-pastorale de Bafoussam. Vous allez vous demander pourquoi recevoir cette personne ce matin. C'est que nous nous sommes arrêtés autour de l'actualité en rapport avec la santé du côté des animaux, du côté de la région de l'Ouest. Dans un arrêté signé le 16 juillet dernier, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, annonce justement la fermeture temporaire sur l'ensemble du territoire de la région de l'Ouest des marchés de commercialisation des porcs et des sous-produits des fermes porcines et l'interdiction de circulation et de transport de ces mêmes produits. Donc il était pour nous important de nous arrêter autour de cette actualité, bien sûr, de comprendre le pourquoi du comment. C'est pour ça que ce matin, nous avons en studio quelqu'un qui est à la fois éleveur et formateur. Donc, comprenez bien l'insister pour nous d'avoir une telle personne sur nos ondes pour commenter la dite actualité. Bonjour Abdel Tamouafo, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour Jean-Jésus. Oui. Et bonjour à tous vos auditeurs. Vos auditeurs, oui. Oui, c'est déjà un plaisir pour moi d'être invité ce matin et de partager mon opinion sur la gestion de la crise de la peste porcine au Cameroun en général, mais particulièrement dans la zone de l'Ouest Cameroun. D'accord. On précise que votre entreprise est à la fois implantée ici, la région du littoral et bien sûr à l'ouest. Et aussi dans le centre. Et aussi dans le centre. Donc on a affaire à quelqu'un qui est bien placé pour nous parler de toutes ces réalités. Bon, comment avez-vous appris et peut-être apprécié aussi la mesure prise par le gouverneur de la région de l'ouest? Bon, déjà, je tiens déjà à féliciter parce que je pense que c'est une première. Oui. D'avoir une telle mesure pour éviter la propagation du virus. Parce ou de la peste porcine. On ne peut pas le dire, parce que jusqu'à présent, si j'ai des bonnes informations, les prélèvements qu'on a fait, que le MINEPI a fait, les résultats n'ont pas encore été publiés. Donc, parce qu'il faut savoir que, en ce qui concerne la crise sanitaire chez les animaux, notamment les porcs, il y a 6 maladies rouges, parmi lesquelles la peste porcine, le rouget, et la peste, parce que même quand on parle de peste porcine, il y a la peste porcine africaine et la peste porcine classique. Donc, il n'y a qu'un résultat d'examen qui peut vraiment dire de quoi il est vraiment question. Mais ces maladies rouges se manifestent presque de la même façon et les dégâts sont presque pareils. Donc, déjà, je pense que c'est déjà le début de quelque chose, comme on le dit souvent. Cette mesure permet d'isoler déjà, c'est une sorte de confinement. Ça veut dire si quelqu'un est frappé, il paye les frais cash, il ne peut pas aller sur le marché qui sont des lieux de propagation. Tout à fait. Donc, cette mesure permet d'isoler et de se dire si on peut localiser la maladie, la neutraliser à l'Ouest Cameroun pour que ça ne se répande pas à Douala et à Yaoundé, comme on a vu dans les images avec les camions de porcs qui sont morts dernièrement. Donc c'est déjà quelque chose de bien, mais il faut aussi rappeler que cette mesure ne prend qu'une seule partie de la chose. Parce qu'il faut rappeler que la maladie se joue à 3 étapes. La première étape, il y a la création. Et la deuxième, c'est la propagation. Et la troisième étape, c'est l'hécatombe. Oui, ou la mort des bêtes. Des bêtes et des porciculteurs. Des porciculteurs aussi. Oui. Imaginez-vous quelqu'un qui a près de 1000 porcs, ou le prix d'un porc, parce qu'on parle de tête de porc, est en 150 000 Là, la mort vient des soucis liés à la perte de son exploitation. Effectivement, parce qu'à l'heure que je vous parle, je connais tellement de fermes qui ont été abandonnées, parce que le monsieur a perdu plus de 1000 porcs, moralement il a été abattu. Certains ont fait des crises cardiaques. Donc la décision du gouverneur, son excellence Awa Augustine, je pense que c'est déjà quelque chose, mais il faut approfondir. Parce que c'est élémentaire, si on veut éradiquer les maladies rouges chez nous, ce n'est pas en même temps une sorcellerie, parce que l'élevage est une science. Donc aujourd'hui, il faut éduquer les acteurs. Je pense que l'État, dans son rôle, doit jouer à fond le régulateur qu'il est. Parce qu'il ne faut pas seulement venir. Cette mesure est bonne d'un côté, mais très dangereuse de l'autre côté. D'accord. On va simplement d'abord s'arrêter parce qu'il est important d'aller étape par étape pour mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous avez expliqué que la peste porcine
parce qu'en fait, on n'a pas encore totalement identifié de quoi il est question, mais qu'à cela ne tienne, ce type de maladie travaille de manière évolutive et que la mesure prise par le gouverneur de la région de l'Ouest, l'attitude préventive est une très bonne chose parce qu'elle permet de circonscrire l'épidémie au niveau de la région de l'Ouest, qui est un foyer, parce qu'il y a énormément de fermes. De création. Voilà, justement. Donc, c'est important de résorber le problème à ce niveau. Maintenant, quand vous parlez d'aller en profondeur, au-delà d'appliquer une mesure préventive, qu'est-ce que l'État est censé faire de plus à ce niveau? Vous savez, il faut déjà recenser les éleveurs. Oui. Il faut recenser les éleveurs parce que l'État a les moyens de connaître qui fait quoi. Tout à fait. Parce que au niveau, dans le secteur agricole ou de l'élevage, à la tête de chaque département, il y a un délégué. Oui. De chaque arrondissement aussi, il y a un délégué. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'ils savent qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Oui. À l'Ouest, pourquoi je dis aujourd'hui que c'est le foyer de création de la peste porcine en Afrique centrale? Parce que j'exerce aussi au Congo. Oui. Et dans d'autres pays, vous allez voir que ce n'est pas aussi élevé le taux d'infection comme au Cameroun. Peut-être on va dire c'est vu la quantité d'éleveurs qui se trouvent au mètre carré. C'est déjà bien et c'est à saluer. Mais il faut rappeler qu'à l'Ouest Cameroun, les autorités administratives doivent prendre leurs responsabilités. Tout le monde ne mérite pas faire l'élevage. Tout le monde ne mérite pas faire... Parce que les conditions ne sont pas réunies. Effectivement, à l'ouest, vous allez voir derrière chaque maison, il y a une petite cage là, il y a 2-3 porcs où le porc qui est censé bien manger pour alimenter bien l'homme doit manger n'importe quoi. Il va recycler n'importe quoi, on va aller dans les poubelles ramasser n'importe quoi. Oui. Et ça fait que dans ces conditions précaires, oui, on ne peut que faire face à des situations... Ce type de maladie. Oui, parce qu'il faut rappeler que quand je dis les autorités doivent prendre leurs mesures, parce qu'on sait aujourd'hui quand la peste porcine commence, oui, quand ça finit. Parce que c'est, vous le parlez un peu de façon simple, mais si vous entrez en profondeur, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui laissent de leur sang parce qu'ils perdent énormément. Pourquoi je le dis? Regardez la mesure du gouverneur. Oui. Ça interdit de vendre dans des marchés, bien sûr, tout ce qui est porc. Oui. Mais je veux vous dire, il n'y a pas seulement la viande de porc qui nécessite un trafic qui peut permettre la propagation. Il y a aussi les aliments, les provenderies. Est-ce qu'on va fermer les provenderies? C'est même pas possible parce que c'est le même provendier qui vend l'aliment des porcs vend pour les poulets. Donc ça veut dire si on ferme, ça veut dire qu'il y a problème. Bien sûr. Donc au niveau de la création, je crois qu'il faut déjà mettre sur pied des mesures qui vont permettre d'écarter ceux qui ne peuvent pas faire l'élevage. Oui. Parce que ça ne sert à rien de se retrouver 1000 dans un secteur, après finir 2, pour qu'on dise qu'on donne la chance à tout le monde. Non, il faut mettre... Mais là, ce que vous dites est assez pertinent, mais cela revient justement au fait de disséquer, bien de séparer ce qu'on appelle l'élevage familial ou artisanal et l'élevage industriel. Mais maintenant, ceux que vous décriez qui ont des méthodes qui ne sont pas correctes et ils font seulement ce qu'on appelle de l'élevage artisanal, est-ce qu'on doit empêcher à ces personnes d'avoir quelques bêtes chez elles de temps en temps que servir à la commercialisation ou peut-être même à nourrir la famille et ne que préférer ou bien orienter tout vers ce qu'on appelle l'élevage industriel? Est-ce qu'il faut appliquer de telles mesures qui sont aussi drastiques? À un moment donné, l'État doit prendre ses responsabilités. Oui. Si ça a été fait ailleurs, pourquoi pas? Ailleurs, il est interdit aux gens d'avoir un élevage traditionnel et artisanal. Et sur un diamètre même au Canada. Ça, c'est le Canada, oui, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas l'Afrique. Nous sommes tous d'accord, mais je dis il y a un début à toute chose. Et il faut accepter qu'à un début de toute chose, on souffre. Oui. Et lorsqu'on reconstruit une maison, on ne compte pas les parfums qui se cassent. D'accord. Les gens, parce qu'il suffit de dire à la population que c'est dans votre intérêt. Parce que tous ces gens qui font dans l'élevage artisanal ou traditionnel, oui, en fin de compte, ils ne s'en sortent pas. J'ai causé avec ces personnes, ils font le plus comme pour garder de l'argent ou pour recycler de l'argent. Oui. Mais ils font même pas le cœur. Mais si vous leur démontrez qu'en se mettant à 2 ou à 3 et en faisant quelque chose de peu plus conforme, ils peuvent s'en sortir et qu'il y a une certaine organisation qui encadre cela, vous allez voir, ils vont vous suivre. Je le dis pourquoi? Parce qu'en même temps, je suis le promoteur d'un réseau panafricain qui s'appelle le Quartier Agro-Pastoral, qui vise à mutualiser les efforts, les moyens, les connaissances pour créer quelque chose d'ensemble qui va répondre aux règles de l'art. Oui. Parce que chaque jeu a ses règles. Tout à fait. Et ne croyez pas que c'est pas une baguette magique que vous allez changer l'ordre des choses. Non, il y a une façon de faire. Je parle là en tant que scientifique. Donc, et dans notre réseau, nous avons eu dernièrement l'agrément pour être une microfinance. Si aujourd'hui j'ai mis sur pied une école de
un centre de formation à Bafoussam, c'est aussi pour répondre à ce problème. Parce que, il faut le dire, autant il faut établir les responsabilités au niveau du gouvernement, mais au niveau aussi des acteurs, des docteurs vétérinaires, des autres techniciens. Je veux vous le dire, je n'ai rien contre eux, j'ai des amis vétérinaires, mais pour la majorité des cas, ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Ils vont vous dire... comme la peste porcine commence avec les débuts de pluie, mais à partir de janvier, ne croisez plus les truies, parce que les truies sont des femelles de porc. Ce sont celles qui sont plus sensibles, exposées. Ça, c'est une mesure, mais ça n'empêche rien. Moi, j'ai croisé mes porcs depuis, et j'ai des porcelets actuellement très pleins. Donc, ils ne sont même pas formés pour répondre aux problèmes des Camerounais. Vous voyez un peu. Donc, je le dis parce que, je ne sais pas pour le dénigrer, mais je pense que... Il y a un déficit de formation. Il y a un déficit. Parce qu'eux, ils ont été formés sur des réalités tempérées. Or, nous sommes dans un environnement tropical qui a ses réalités et qui a besoin des solutions. Donc, c'est aussi pour ça que nous avons créé notre centre de formation où on veut prendre les jeunes parce que qui ont fait la classe de 3e, qui ont un BPC, qui ont un probatoire, qui ont un bac. Pas ceux qui ont vraiment fréquenté. Moi, peut-être, je pense que j'ai eu la chance que j'arrête au bac. Parce que si j'avais trop fréquenté, je suis sûr que je ne devais pas voir les choses aussi autrement. Donc, au niveau de la création, pour revenir... la mesure qui se pose, c'est que les délégués d'arrondissement doivent recenser et éduquer, parce que c'est aussi ça recenser et éduquer. Et dire aux gens, parce que ce n'est même pas question, ce n'est pas plus au niveau des infrastructures, c'est plus au niveau des systèmes, parce que je connais aussi des grandes fermes qui ont été attaquées, parce qu'ils n'ont pas un système qui peut porter une certaine biosécurité. Tout à fait. Donc une biosécurité, c'est quoi? Ce sont des mesures d'hygiène interne et externe. Tout à fait. Qui règne dans et autour de la ferme. Donc, beaucoup n'ont même pas ces connaissances-là. On se retrouve. Donc, maintenant, ça, c'est pour la solution qu'on peut apporter. Maintenant, s'il faut regarder les conséquences, vraiment, vous allez voir que cette mesure du gouvernement vise à écarter les gros éleveurs pour attiser encore cette activité artisanale qui est un centre de création de la maladie. Maintenant, ce que vous dites c'est assez grave, parce que vous dites qu'à sur le long terme, la mesure vise à écarter. Ça veut dire à fragiliser des grosses entreprises industrielles qui font dans l'élevage pour promouvoir l'artisanat, l'élevage artisanal ou traditionnel. Pourquoi vous le dites? Si vous avez une calculatrice, prenons le cas où quelqu'un qui a 500 bêtes. Tout à fait. Parce que je connais des fermes qui ont 3000 porcs reproducteurs. On ne compte pas les porcelaines. Bien sûr. Il dépense 500 bêtes, ça veut dire qu'il dépense en moyenne 200 000 francs par jour pour l'aliment. Quand on dit qu'on a arrêté tout trafic, ça veut dire qu'il ne peut plus vendre de porc. Bien sûr. Maintenant, il va avoir 200 000 francs tous les jours pour financer. Mais c'est des gens qui ont un fonds de roulement. Non, un fonds de roulement, on est d'accord, on est dans une mesure où tout le monde veut grandir. Ça veut dire que quand tu as 500 bêtes, tu veux avoir 1500 bêtes, tu veux avoir 3000. Donc tu es dans un investissement perpétuel. Donc tu as même besoin d'argent. Mais sauf que parfois, ce genre de personnes, ils ont des quantités de porcs qui sortent tous les mois pour avoir de l'argent, pour nourrir les porcs, pour réinvestir et pour se prendre en charge, ainsi que leur famille. Donc, vous voyez là, ça permet de neutraliser la maladie, de faire l'affaire des petits éleveurs. Ça veut dire quelqu'un qui a 10 porcs, bon, il peut trouver facilement, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, si nous avons créé notre microfinance, c'est parce que la majorité des banques n'acceptent pas accompagner les porcs. Parce qu'à tout moment, vous pouvez tout perdre, il faut le dire. Donc, lui qui a 10 porcs, il peut s'en sortir, parce que 10 porcs, si on fait fois 400 francs par jour fois 10 porcs, on est dans les 4000 francs. Tout à fait. C'est rien, même partout on peut trouver. Mais quand on parle de 200 000 francs, c'est pas rien. C'est compliqué. Si on passe sur un mois, ça fait 6 millions. Bien sûr. Sur 2 mois, ça fait 12 millions. Ils trouvent ça où? Maintenant, là alors, on trouve où ceux qui ont respecté les normes, ceux qui se sont donné les moyens de ne pas être victimes de ce genre d'épisodies, de ce genre de catastrophes, vont devenir fragilisés. Donc, mais que peut faire l'État pour les aider? Parce que la mesure a toute sa place. La mesure de restriction, vous avez parlé tout à l'heure de confinement, ça a toute sa place, ça empêche qu'il y ait une propagation de l'épidémie. Maintenant, si la mesure de restriction a celle des limites, que peut faire l'État pour compenser les difficultés de ces gros éleveurs de porcs? Oui, je disais d'ailleurs que l'État a les moyens. Parce que quand vous dites que l'État a les moyens, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? De manière concrète. L'État, de la façon la plus concrète possible plutôt. Comment on peut expliquer ça? Quand vous dites l'État a les moyens. À la tête de chaque arrondissement, il y a des délégués de l'élevage. Et les délégués travaillent en collaboration avec les éleveurs. Et dans les éleveurs,
les arrondissements, il y a les éleveurs qui se distinguent. Je le dis parce que je suis dans l'arrondissement de Douala 5e. Je travaille tous les jours avec mon délégué. Et lorsque j'ai un problème, je vais vers lui inversement. Donc ça veut dire que l'histoire des ports là, c'est même très compliqué. Là-bas, avec les ports, c'est le vivons ensemble, mangeons ensemble. Parce que là-bas, tu ne peux pas vivre en autarcie. Je le dis pourquoi. Si je fais bien mon élevage, je respecte les mesures de biosécurité, de prophylaxie, l'alimentation et tout. Si vous êtes à côté de moi, vous trichez. Ça veut dire que si la maladie déclenche chez vous, le vent peut la... Forcément, à cause de la proximité. De la proximité. Donc, j'ai intérêt à ce que tu t'en sortes. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il suffit que le délégué lance un message, là, il dit à Abdel, qu'est-ce que je veux qu'on dénombre tous les heures. Ça va dans mon intérêt. Parce que je sais que si je ne le fais pas, celui qui bricole à côté de moi, je peux. Donc, en recensant ça, on peut déjà voir les fermes. Parce que quand vous arrivez dans une ferme, en même temps, nous faisons dans la prestation. Quand j'arrive dans une ferme, je peux prédire la maladie. Ce n'est pas, je dis l'élevage est une science, ce n'est pas la chance, c'est une science. Donc quand j'arrive, je peux prévoir. Et ces personnes-là le savent. Donc quand il arrive, il voit certaines choses, il va leur dire, ok, soit on vous propose telle mesure d'accompagnement contre tel coup, soit ceux qui respectent les mesures, on essaie de faire de leur aider encore en plus, mais de leur dire, ok, on peut faire une licence qui leur permet de vendre leur porc dans une certaine déontologie, dans une certaine démarche qui ne va pas être un secteur de propagation. Et là, il pourra retrouver les fonds qui vont lui permettre de nourrir ses bêtes. Donc, de façon simple, la mesure est certes efficace, mais l'État peut passer à un autre niveau en permettant à ceux qui respectent un certain nombre de normes de ne pas souffrir de cette mesure. Effectivement. Et de pouvoir continuer à vendre leur cheptel sans que ça affecte l'organisation de ces organisations d'élévation, en fait d'élevage, qui font bien leur travail. Je pense que c'est ce que vous essayez de dire. Effectivement, et c'est ce qui avait été fait avec la grippe aviaire. Donc il ne faut pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si ils prennent encore des mesures qu'on a adoptées en 2008 pour revenir en 2021, il faut reconnaître qu'à un moment donné, dans notre agenda, on manque de solutions. Ça veut dire que les délégués, au niveau délégués, que ce soit régionaux ou départementaux, ne font pas bien leur travail. Bon, ce n'est pas ce que je peux dire, mais je pense qu'il faut les moyens de l'État. Parce qu'eux-mêmes, ils le savent. Mais si l'instruction ne vient pas de l'État, ils ne pourront pas... Ou du ministre, ou du ministère de l'élevage. Effectivement. Donc, ils vont seulement se limiter à leurs moyens. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Tout à fait. Parce qu'il y a aussi, il faut le préciser, des délégués qui élèvent et qui sont victimes de ce genre de choses. Donc, il faut une solution d'ensemble pour gérer des cas particuliers et non l'inverse. Maintenant, vous qui êtes à la tête d'organisation, vous travaillez en coopérative, vous faites des prestations. Que font les éleveurs donc pour monter, pour parler, pour présenter au niveau du ministre ce type de problème qui demande d'être traité différemment, avec des approches totalement différentes que celles appliquées en 2008? Bon, déjà, vous savez, chez nous, tout est mystère. Donc, je pense que le meilleur moyen même, c'est pas des médias comme ça, parce qu'ils vont vite comprendre. Parce que parfois, vous allez faire des notes, vous n'êtes même pas sûr que ça va arriver chez le ministre. Et parfois, même quand ça va arriver, vous savez, une note ne peut pas remplacer une audience. Là, c'est une audience entre vous et moi. Je peux vous expliquer pourquoi je dis ça, mais dans une note, on ne peut pas forcément. Et quand vous allez même expliquer, ça va être très long et ça va fatiguer. À première vue, on va dire, ah, vous suivez un peu? Donc, je crois qu'il n'y a que vous, les hommes des médias, qui pouvez porter ce message et dire voilà ce qu'il faut faire, parce que cette mesure est certes déjà efficace, importante, mais à court terme, mais à moyen terme, voilà ce qui risque de se produire. Parce que je vous dis encore, quelqu'un qui ne se nourrit pas bien s'intoxique. Donc à un moment donné, pour survivre, ces éleveurs qui ont respecté les règles élémentaires, parce que ceux qui meurent là, c'est ceux qui n'ont pas respecté les règles élémentaires, qui ont respecté ces règles élémentaires, vont se trouver épuisés financièrement, vont commencer à jongler l'alimentation, et voilà ce qui avec les conséquences encore plus graves. Donc voilà à moyen terme ce qui va se produire si les choses ne s'accélèrent pas. Maintenant, on va un peu faire se projeter un peu dans les mois qui vont suivre. Si jamais les choses ne sont pas bien faites, qu'est-ce qui peut se passer pour le territoire national de façon générale? Déjà, on va encore s'immerger presque totalement dans l'importation de la viande de porc, ce qui n'avantage pas notre pays, parce qu'il faut le dire, en termes de chiffres, l'État camerounais jusqu'à présent dépense 55 milliards
pour l'importation de la viande de porc. Wow. Donc un argent qui pouvait servir de subvention de ceux qui se distinguent. Mais est-ce que ça c'est l'État qui importe ou bien c'est des particuliers qui ont de l'activité dans qui le font? Est-ce que c'est l'État qui sort son argent pour le faire? L'État subventionne. Il faut le dire. Ah, l'État subventionne. Oui. Okay. Et lorsque vous subventionnez un produit importé, autrement dit, vous financez l'agriculture étrangère au détriment de votre agriculture. Donc le riz qu'on mange là, vous savez que l'État subventionne. Le carburant qu'on prend, l'État subventionne. Donc, si on ne réunit pas des conditions optimales pour produire local et permettre aux porciculteurs de vraiment décoller et se pérenniser sur le temps, on va être dans une économie où on sera obligé de taxer même les téléphones portables, l'achat, parce qu'on veut de l'argent. Pourtant, on a des ressources internes qui peuvent nous permettre de manger aisément. Donc ça, c'est déjà la première conséquence. Au niveau maintenant, il y a le coût de la viande qui va augmenter. Bien sûr. Il faut le dire. Il y a le coût et malheureusement, le pouvoir d'achat ne doit pas augmenter au même rythme. Et on va se retrouver dans des situations où ce sera un peu très compliqué d'avancer et de manger aisément ce qui est bio, parce que l'importation n'est pas bio. D'accord. Oui. Mais maintenant, dans votre propos, vous avez mis en avant le fait que les délégués aussi sont... Certains font dans l'élevage. Mais pourquoi les délégués qui sont sur le terrain ne remontent pas très souvent la réalité sur le terrain en termes de propositions, même en termes de suggestions, surtout ceux qui font eux-mêmes dans l'élevage, qui sont peut-être même frappés par ce type de mesures et ce type de difficultés? Pourquoi toujours attendre les instructions venant d'en haut? Et pourtant, on a des gens qui sont sur le terrain qui peuvent remonter l'information. Ça, c'est une question qu'on vous pose, vu que dans le système, vous comprenez très bien comment ça fonctionne. Oui, vous savez, là, il faut répondre en tant que délégué. Oui. Vous savez, on dit l'État c'est nous, c'est vous, et c'est tout le monde. Mais l'État c'est qui en réalité? Parce qu'on veut le dire pour passer à autre chose, mais réellement, si je prends mes moyens, parce que tout ça c'est les moyens. S'il faut aller devant X éleveurs, il faut des moyens. Parce que tous les éleveurs ne vont pas se déclarer. Il y a des personnes qui sont toujours très réfractaires au dénombrement. Je le dis parce que j'ai été acteur du dénombrement en ce qui concerne les petits ruminants. Donc il y a des personnes que quand vous venez chez eux, ils ont peur, ils croient que vous venez les taxer. Donc ils n'acceptent pas ça. Ils ne coopèrent pas facilement. Or, un seul individu, et il faut une communication à la base. Ça veut dire en passant même dans les médias, en ayant des notes. Surtout les médias, parce que les gens sont quand même accrochés aux médias. Or, et les médias, parfois, c'est l'argent. Voilà. S'il faut que ça passe à une certaine fréquence, il faut de l'argent. Vous voyez que le délégué a bien cette volonté. Il va nous dire, nous qui sommes proches de lui, maintenant, pour que ça arrive chez des petits éleveurs qui ont dans leur ferme des foyers de création de ces maladies, ça va être très difficile. Donc, il faut les moyens du gouvernement. Moi, je le dis encore, il faut voter des budgets pour ça et suivre ça. Donc, il y a que un délégué seul ne peut pas. Il ne peut pas. C'est tout un système où il va s'user financièrement. À un moment donné, il va même finir frustré parce qu'il va se rendre compte qu'il a beaucoup travaillé, peut-être à un pas du résultat, il était épuisé financièrement, tout est retombé. Tout est retombé. Donc c'est bien ça. Voilà, je pense que nous on va s'arrêter comme ça ce matin avec vous. On précise que vous êtes bien entendu éleveur de nombreux ruminants. Il n'y a pas que la viande de porc, il n'y a pas que le porc. Il y a d'autres espèces. Oui, il y a les poissons, il y a les poulets, il y a les pommes de terre, il y a les avocats griffins. Donc, nous pensons que la solution, à ce niveau même de crise, à ce niveau de crise, il faut établir les responsabilités. Tant au niveau de l'éleveur, tant au niveau du gouvernement, tant au niveau des prestataires, c'est-à-dire les docteurs vétérinaires. C'est pour ça que nous avons créé un centre de formation pour former des enfants qui vont comprendre déjà les problèmes qui se vivent au Cameroun et aussi quelles solutions et comment intervenir. Parce que je le dis encore, l'élevage est une science, rien à voir avec la chance, rien à voir avec le don, rien à voir avec la volonté de Dieu. Donc, il faut se donner les moyens. Et c'est ça que nous essayons de donner à nos enfants du côté de Bafoussam. Maintenant, ça c'est du côté... Ici à Douala, vous êtes promoteur de l'entreprise Jardin d'Afrique. Oui. De quoi il s'agit? Jardin d'Afrique est une entreprise pastorale. Nous faisons dans la production, dans la transformation et dans la commercialisation. Donc nous produisons ce que j'ai cité tout à l'heure, mais nous transformons aussi ça en fumée. Ça veut dire on peut vous vendre le porc fumé au gingembre, à l'ail, au persil et consorts. Les saucisses aussi. Donc les œufs de table,
des œufs de pondeuse que nous commercialisons à notre point de vente de Bokom-Bilongué et celui de Odia à Yaoundé. Donc, nous avons commencé l'Institut par l'Ouest parce que c'est le berceau de l'élevage en Afrique centrale. Donc, s'il faut commencer quelque part, c'est pas là. L'année prochaine, vous avez l'intention de vous implanter dans d'autres régions du pays? Oui, à Douala et au centre. D'accord. Merci encore, Monsieur Abdel Tamouafo, opérateur économique, éleveur et bien sûr qui a de nombreuses casquettes dans le milieu de l'élevage. Et nous étions ce matin en train on revenait sur cet arrêté du 16 juillet 2021 du gouverneur de la région de l'Ouest qui fermait de manière temporaire, empêchait ou bien régulait la commercialisation du porc dans la région de l'Ouest et les produits dérivés. Merci encore du temps que vous nous avez accordé. Nous avons été énormément informés et bien sûr édifiés de votre présence sur notre plateau ce matin. Merci. Merci Jean-Jésus et j'envoie une pensée à tous les porciculteurs qui traversent des moments difficiles actuellement. Il faut qu'ils tiennent bien parce que moi-même je suis passé par là en 2017. J'ai beaucoup appris et je crois que je reviens fort. D'accord, merci. Bonne journée à vous. Merci.